Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. N'oublie pas de t'abonner pour découvrir un nouvel épisode toutes les semaines et si tu veux soutenir le podcast, ça se passe sur ma page Tipeee ou Utip. Laisse-moi d'ailleurs remercier Lady Muse et Olivier qui sponsorisent le podcast d'aujourd'hui grâce à leurs dons. Alors aujourd'hui, on va parler d'un film culte qui à la base était un livre, j'ai nommé Vol au-dessus d'un nid de coucou. Alors clairement, ce film n'est plus à présenter et d'ailleurs c'est un peu le principe d'un film culte, tu vas me dire. À la base donc, c'est un roman publié en 1962 et écrit par Ken Kesey. Bon, même si on ne présente plus Vol au-dessus d'un nid de coucou, je vais quand même le faire. À une vache près, c'est un type en fait qui est accusé de viol sur une gamine et pour éviter la casse-prison, il va se faire passer pour fou. Ou alors, il est vraiment fou, on ne sait pas trop. En tout cas, en attendant qu'on statue sur son état, il est embarqué dans un asile où il va allègrement donner des petits coups de pied comme un timbré le ferait dans une ruche et il va bien exciter tous les patients pour les mener à la rébellion. Et la première différence entre le film et le livre, c'est que l'auteur a choisi de nous raconter cette histoire du point de vue d'un des patients, c'est-à-dire le chef indien. Mais qui est Ken, le petit auteur de ce roman ? C'est simple, il est un des fondateurs du mouvement psychédélique qu'on voit un peu fleurir en fait à l'époque et autant te dire que le type n'a pas froid aux yeux. Il va participer à pas mal d'expériences que font à l'époque en fait les États-Unis sur tout ce qui est drogue et donc il va avoir accès légalement à des trucs du type LSD ou autres friandises. À l'époque, le grand public ne connaît pas vraiment ces drogues et elles sont principalement utilisées dans le cadre militaire. Du coup, c'est une vraie révélation pour Ken quand il y a accès, parce que ça lui permet en fait d'ouvrir son esprit. Alors je vais faire la seconde prévention au cas où, mais bouhouhou, la drogue c'est mal. Voilà, je pense que j'ai rempli ma part du contrat. Bref, dans son préface, Ken parle de tout ça et il dit même en fait qu'il a eu accès à ces drogues de manière donc légale par les expériences organisées par les États-Unis, comme je te disais. Et qu'il l'a fait presque par patriotisme, pour reprendre ses mots. Alors donc, comme je te disais, Ken, il participe à des expériences et il est aussi interné pour diverses raisons. Bref, en gros, le milieu médical et psy, il connaît pas mal et il sait à quel point ça peut être inhumain par moment. En fait, certains disent que Vol au-dessus d'un nid de coucou serait une quasi-fiction autobiographique, tant en fait ça parle de son expérience dans les hôpitaux psychiatriques. Parce que oui, Ken aurait été interné à une époque. J'ai trouvé en fait donc une source qui parlait du service des vétérans, mais j'ai pas beaucoup plus d'infos là-dessus. Et dans sa préface, Ken dit aussi en fait qu'il a bossé comme infirmier dans un hôpital et que ça lui a permis d'observer ce qui s'y passait. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à sa sortie, le roman ne s'appelle pas du tout Vol au-dessus d'un nid de coucou, mais plutôt La machine à brouillard. Alors pour ceux qui ont vu le film et uniquement le film, ça peut paraître étrange, mais pour ceux qui auront lu le livre, il faut bien reconnaître que ce titre est parfait. Pourquoi alors que le livre, il s'appelle désormais Vol au-dessus d'un nid de coucou ? Parce qu'en fait, il a changé de nom à la sortie du film pour tout simplement coller au titre donné au cinéma. Perso, j'ai lu le livre, enfin je l'ai écouté en e-book pendant que je posais du carrelage dans mon arrière-cuisine, oui je te raconte ma vie, et ça a été une énorme claque. Ça faisait vraiment longtemps que j'étais pas autant retournée par un récit et c'est d'autant plus dingue que, encore une fois, je l'ai lu, entre guillemets, en audiobook. Et il faut savoir que même si je m'y mets de plus en plus, j'ai toujours en fait un gros problème de concentration avec l'audiobook. Et je décroche facilement, donc pour me tenir attentive, faut vraiment le faire. Maintenant, parlons un peu du film. Alors, on va d'abord voir les galères qu'il y a pu y avoir parce que, crois-moi, ça s'est joué à un poil de cul cette histoire. Franchement, le film n'a failli jamais voir le jour tant ça a été galère sa mère. Mais ce chef-d'œuvre, on le doit à la persévérance d'un homme, Kirk Douglas. Et aussi un petit peu à son fils, mais ça on le verra plus tard. En gros, si mes sources sont bonnes, le type aurait vraiment flashé sur le roman au point où, avant même qu'il ne soit publié en 1962, il avait déjà racheté les droits pour l'adapter. Alors comment a-t-il eu accès au roman alors que Ken n'était pas du tout connu ? Je n'en sais foutrement rien, pour être honnête. En tout cas, il kiffe grave et l'adapte très vite au théâtre où il joue lui-même en fait le rôle de McMurphy. En parallèle, il essaye de trouver un financement pour la version ciné et c'est un flop total.
Personne ne veut du projet en fait à cause de son sujet qui est assez touchy. Entre-temps, Douglas découvre un réalisateur qu'il aime beaucoup et qui se nomme Milos Forman. Le seul problème, c'est que le type est tchécoslovaque et que Douglas peut pas vraiment le croiser dans son supermarché un samedi au détour de ses courses hebdomadaires. Du coup, il décide de lui envoyer une copie du roman avec une petite présentation du sujet. Le mec ne lui répondra absolument jamais, même pas un nom, il le ghost. Donc Douglas laisse béton. Maintenant, on va faire un saut dans le temps. 10 ans plus tard, son fils, Michael Douglas, va entendre parler d'un petit réalisateur fraîchement installé aux États-Unis et qui pourrait être parfait pour le projet qu'il envisage en ce moment. Ce petit réalisateur, c'est un certain Milos Forman, venu fuir en fait le printemps de Prague aux États-Unis, et ce projet, c'est l'adaptation du roman de Ken. Oui, en fait, le fils a repris les rênes du truc, comme quoi ce roman c'est devenu en vrai une histoire de famille. Bref, Michael, armé de sa bite et de son couteau, décide de taper la discute avec Milos et d'insister une dernière fois. Et quand il lui présente le truc, le type est giga emballé. Et là, il se dit sûrement, y a que les cons qui changent pas d'avis, c'est cool, vaut mieux tard que jamais. Bah non, en fait, Milos aurait été chaud depuis le début si, roulement de tambour, il avait reçu le livre il y a 10 ans de cela. Ben oui, le gars en fait habitait un pays un poil communiste, un poil totalitaire et qui exerçait un poil la censure. Donc le bouquin en fait, il a jamais passé la douane. Donc 10 ans plus tôt, Milos n'a jamais ghosté Papa Douglas. Alors ça fonctionne que si tu habites dans un pays communiste. Hein. Donc ton rendez-vous Tinder qui répond plus depuis votre dernier resto, c'est pas qu'il a pas reçu tes 100 derniers SMS. Hein. Non, lui, il te ghoste réellement dans l'espoir de ne jamais revoir ta gueule. Bon, maintenant qu'on a Milos, tu te dis que tout va se mettre en place et qu'on va pouvoir dépoter. Eh bien non. Déjà, on n'arrive pas à trouver les acteurs. Pour le rôle principal de McMurphy, Papa Douglas voulait le rôle parce qu'il l'a quand même déjà joué il y a plusieurs années au théâtre. Tiens, d'ailleurs, j'avais oublié de te dire, mais la pièce de théâtre a fait un bide pas possible et on a arrêté le massacre après quelques mois de représentation. Est-ce que c'est pour ça ou parce que le type avait quand même 60 piges au moment du tournage qu'on lui a refusé le rôle? Je ne sais pas, mais clairement, ils ont eu du pif. Assez vite quand même, on a fini par penser à Nicholson. Et l'acteur était chaud patate, sauf que il n'était pas dispo. Donc retour à la case départ. Entre-temps, on galère aussi à trouver Miss Ratched. Toutes les actrices refusent le rôle. Toutes. Il y en a pourtant une qui est motivée comme jamais et qui revient encore et encore à chaque casting, c'est Louise Fletcher. Mais Louise, à chaque fois, on lui dit qu'il faut qu'elle arrête parce qu'elle n'aura jamais ce rôle. Bah vous savez quoi ? Une semaine avant que ne commence le tournage, ils la choisissent. Alors que ça fait plus d'1 an qu'on lui chiait littéralement à la gueule, et la meuf n'est même pas rancunière parce qu'elle accepte le rôle. Bon, pour revenir à McMurphy, le projet de Nicholson tombe à l'eau et il est de nouveau dispo, donc il accepte le rôle. Et voilà comment on en arrive à tourner le film. Laisse-moi maintenant te parler des petits secrets de tournage. Tout d'abord, il faut savoir que Ken, l'auteur donc du roman, n'a jamais vu le film parce qu'il déteste la version du scénario qu'il a lu. Pour lui, l'histoire devait être racontée par le chef indien et dans le film, c'est clairement en fait McMurphy qui est mis en avant. C'est au point où il a même indiqué qu'à chaque diffusion à la télé sur laquelle en fait il tombait, il zappait rageusement sur la chaîne suivante. Le mec est catégorique, il ne veut jamais voir ce film. On va rester du coup sur McMurphy et son acteur. Pourquoi que McMurphy a un bonnet? Parce qu'en fait, encore une fois, c'est pas dans le roman ça. Et surtout, c'était pas prévu dans le script de base. Mais il se trouve que quelques semaines avant le tournage, Nicholson s'est fait faire une petite greffe des cheveux. Et donc forcément, fallait protéger ce joli petit crâne. Donc il a dû porter ce fameux bonnet. Et pour ce qui est des autres acteurs, tu as aussi Will Sampson, je ne sais pas trop comment prononcer ça, comme d'habitude, bref, l'acteur qui incarne le chef indien. Il a été choisi en fait par hasard.
En gros, le mec était garde forestier avant ça et il a été repéré. Alors tu vas voir, j'ai vu deux versions différentes qui n'ont aucun lien l'une avec l'autre. Je vais donner les deux versions, je ne peux pas te dire vraiment laquelle est correcte. Bon, en gros, c'est pas lui qui est venu de lui-même se présenter. En gros, un jour, il est allé chez un inconnu pour lui acheter sa voiture et l'inconnu a tellement été impressionné en fait par ses 2,4 m et ses 120 kg qu'il en a parlé à un pote à lui. Et il se trouve que ce poteau bossait sur le casting du film. Ça, c'est une première version. Il y a aussi une autre version qui dit que c'est Milos lui-même qui l'a repéré quand il était garde forestier. Dans tous les cas, on l'a repéré. Maintenant, parlons du tournage en lui-même. Déjà, il faut savoir qu'il a eu lieu dans un vrai hôpital psychiatrique et que certains figurants sont des vrais patients. Du coup, ça amène à des situations quelque peu originales, on va dire. Durant le tournage, un des techniciens aurait oublié de refermer une des fenêtres. Alors ça peut paraître anodin dit comme ça, sauf que quand tu es dans un hôpital psychiatrique, les conséquences ne sont pas les mêmes. Je veux dire, c'est pas seulement le risque de voir Darmanin débarquer chez toi en te hurlant d'éteindre les lumières quand t'es pas dans la pièce, de chauffer à 19 degrés ou de couper l'eau quand tu te brosses les dents que tu prends en fait en laissant une fenêtre ouverte avec le radiateur allumé. Non, quand tu es en hôpital psychiatrique, tu prends le risque qu'un type saute par la dite fenêtre et tombe. Bah, je te donne dans le mille, c'est ce qui s'est passé. Ce qu'il faut retenir, c'est quand même que le journal local a titré ça « Tombé d'un nid de coucou ». Et c'est drôle, très très drôle, il faut le reconnaître. Mais pour éviter d'aller en enfer après avoir ri, j'espère de tout cœur que le patient s'en est sorti sans trop de mal, quoi. Ça me permettrait de moins culpabiliser, je vais pas te mentir. Tiens, d'ailleurs, en parlant de coucou, je t'ai dit que le livre s'appelait La machine à brouillard. Alors pourquoi changer le titre ? Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, coucou en anglais, c'est un mot d'argot qui veut dire fou. Mais en français aussi, il me semble. Après, est-ce que l'expression française vient justement du film ou était là avant ? Je n'en sais foutrement rien. Mais il y a une autre raison aussi. Dans le film, il y a une petite comptine avec laquelle le chef a appris à lire, si mes souvenirs sont bons, et cette comptine parle justement de coucou. C'est une petite comptine qui finit par « et l'une passa au-dessus du nid de coucou ». En gros, voilà les raisons qui ont fait qu'on a changé le titre et aussi parce que la machine à brouillard, comme je te disais, c'était plus du tout viable avec l'adaptation. Pour revenir au tournage, fait assez rare, en dehors de la scène de la pêche qui a été la dernière à être tournée, tout le film a été réalisé dans l'ordre. C'est certainement pas l'anecdote qui va changer ta vie, mais c'est toujours cool à savoir. Et aussi, Milos Forman aimait beaucoup la spontanéité. Mais genre vraiment. Au point où en fait il filmait H24 les acteurs, même quand ils ne tournaient pas. Et il s'est servi en fait de certaines de ces images pour le film. Par exemple le regard de tueuse que lance Miss Ratched à McMurphy quand il rentre de thérapie de choc. En réalité c'est Fletcher elle-même qui a lancé ce regard à Milos un jour où il lui a donné une consigne qui n'a pas trop plu à l'actrice. Autre scène qui n'était pas prévue. Au début du film, quand McMurphy se jette dans les bras d'un garde, il l'embrasse. Bon, ok, ce baiser, il était prévu. Mais durant la première prise, en fait, Milos a trouvé que la réaction du garde était assez naze. Donc, il a discrètement demandé à Nicholson de refaire la même chose, mais avec l'acteur qui jouait le deuxième garde, et sans le prévenir, bien entendu. Donc Nicholson s'exécute et là l'acteur qu'il a en face de lui ne s'y attend tellement pas qu'il lui a balancé réellement son poing dans la gueule. Donc la scène que tu vois à l'écran, ce n'est pas une cascade, c'est réellement Nicholson qui se mange une baigne parce qu'il a essayé de galocher son collègue sans le prévenir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit podcast t'aura plu. En tout cas, comme d'habitude, si tu veux me soutenir, ça se passe sur Tipeee ou Utip. N'hésite pas à partager le podcast, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.